Madame, Monsieur, bonsoir. Une orientation professionnelle réussie doit permettre à chaque jeune d'exploiter au mieux son potentiel et de s'insérer dans le monde du travail. Après l'obtention du baccalauréat ou du brevet de technicien, plusieurs options sont proposées aux futurs étudiants. Malgré ces multiples propositions, il n'est pas toujours aisé de faire le bon choix ni de trouver un premier emploi. En effet, le chômage des jeunes demeure la principale préoccupation des populations. Alors, comment parvenir à une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi? Quel est l'état des lieux de l'enseignement supérieur et technique en Côte d'Ivoire? Ces formations peuvent-elles garantir un emploi aux jeunes diplômés? Quelle filière pour quel avenir professionnel? Pour en parler, je reçois le docteur Abdou Maïga, directeur des systèmes d'information au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. À vos côtés, M. Alain Bernabé Yavo, directeur général de la formation initiale au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir, madame. Face à vous, M. Kofindri, qui est le président de la commission formation professionnelle et recherche de la CGSI, président du Conseil national des branches professionnelles et secrétaire exécutif de l'Union des entreprises du monde agricole et forestier. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir. Et à vos côtés, M. Yeo Kama Bernard, spécialiste en orientation. Bonsoir et bienvenue. Alors, messieurs, j'aimerais, en propos liminaire, parler d'une problématique concernant l'orientation. Je me rends compte, en préparant l'émission, que vous représentez des institutions dans lesquelles on passe beaucoup de notre temps tout au long d'une vie, que ce soit pour les études ou pour l'emploi. Et il y a une question qui fait la jonction entre vos deux univers, c'est cette fameuse question qu'on nous pose depuis qu'on est petit. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Que vas-tu devenir? Quel emploi vas-tu exercer? Je voudrais que vous donniez un premier conseil à nos téléspectateurs. Comment appréhender l'orientation? À quel âge? Sous quelle forme? Et qui on doit écouter dans ces cadres-là? Monsieur Yeo. D'accord. L'orientation, il faut dire que c'est un travail de longue haleine qui doit commencer depuis la classe de 3e. Mais cela doit commencer déjà avec la recherche de l'information. Parce que l'information est très capitale. Quand vous n'avez pas l'information, il est très difficile de savoir comment s'y prendre pour réussir votre projet. Donc, il faut d'abord commencer par chercher l'information à partir de la classe de 3e. Puisque ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, après les classes de 3e, on commence déjà à se spécialiser ou à faire quelque chose qui devait nous conduire à la réalisation de notre projet de vie. Donc, dès la classe de 3e, il y a des journées qui sont organisées pour permettre à ces enfants-là de venir s'informer auprès des professionnels, auprès de personnes expérimentées qui savent plus ou moins qu'est-ce qui attend l'enfant à la fin de la formation. Donc c'est à partir de là, la classe de 3e, qu'il faut commencer à rechercher l'information. Vous confirmez qu'il faut s'y prendre tôt? Oui, absolument, parce que, comme vous le savez, l'emploi est basé sur des compétences. Et ces compétences s'acquièrent à partir donc des classes que nous faisons depuis le lycée jusqu'à l'université. Donc si vous voulez exercer un emploi plus tard, il est important pour vous de savoir quelles sont les compétences à acquérir. Et à partir de ce moment, vous vous orientez en fonction de cela. Merci, madame. Permettez-moi avant tout propos d'adresser les salutations de monsieur le ministre Kofingissan, ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'apprentissage, à monsieur le directeur général de la RTI et à ses collaborateurs. Et par rapport à la question que vous avez posée, nous pensons que l'orientation doit se faire depuis le bas âge, dans l'observation de la nature, dans les habitudes. Les compétences se traduisent par les habitudes des jeunes gens. De mon point de vue, depuis l'école primaire, on devrait commencer déjà à avoir une idée de ce qu'on veut faire dans la vie. Ah, mais c'est tôt, l'école primaire. 6 ans, 7 ans, c'est précoce. Est-ce que vos futurs employés savent ce qu'ils veulent faire depuis qu'ils sont tout petits? Ou ils s'adaptent?
Je crois que notre souhait, c'est que nos futurs employés sachent ce qu'ils vont faire dans le futur. Mais je voudrais, avant tout propos, indiquer, toute la gratitude du patronat ivoirien. Parce qu'en général, par le passé, quand on parle de formation, c'est l'enseignement supérieur, l'enseignement technique qui se rencontrent et puis associer le patronat, associer le secteur productif à de tels débats, ça nous va droit au cœur. Et je pense que c'est le changement, c'est le paradigme qu'il faut changer pour que l'école et l'entreprise parlent le même langage. Maintenant, pour revenir, je crois que l'orientation est assez primordiale. Je l'ai dit que c'est le coup d'envoi d'un long parcours. Et nous, employeurs, nous au niveau du secteur privé, on est conscient qu'il faut, au bout de la chaîne, avoir un produit qui soit utilisable sur le champ, un produit bien formé. Et de ce fait, il nous paraît important que le départ, au niveau de l'orientation, il est bon que l'enfant fasse son choix, fasse le bon choix pour lui-même et le bon choix également pour l'entreprise, pour le secteur productif dans lequel il va être employé. Mais vous dites, à juste titre, le bon choix. Comment on juge un bon choix en termes d'orientation? Parce que, est-ce qu'on doit écouter nos propres désirs, nos envies, et se lancer dans une aventure professionnelle liée à notre passion? Est-ce qu'on doit tenir compte de la famille, des parents qui souhaiteraient que leurs enfants exercent telle profession ou reprennent le patrimoine familial? Est-ce qu'on doit écouter l'équipe pédagogique qui vous dit qu'en vue de vos capacités, vos potentialités, vous devriez vous orienter vers là? Ou le patronat qui nous dit voici les métiers d'avenir, voici le secteur où j'ai besoin de main-d'œuvre? Qui on écoute en priorité quand on fait ces choix? Moi, je crois que pour l'orientation, il y a un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en considération. Il y a l'environnement familial, il y a nos aptitudes à développer des compétences dans un domaine bien précis, et puis il y a la finalité qui est l'emploi. Donc, fort de cela, il faut pouvoir mettre tout ça dans un moule pour sortir la bonne décision. Mais il faut surtout regarder l'environnement dans lequel on vit. J'ai certes des aptitudes, je peux développer des compétences, mais est-ce qu'à la fin, j'aurai un emploi avec ces compétences? C'est ça la véritable question. Donc, il faut regarder le monde du travail. Quand bien on a des aptitudes, il faut regarder le monde du travail. Quelles sont les possibilités pour moi d'avoir un emploi quand je finis de faire une formation, quand je finis d'acquérir des compétences dans un domaine bien précis? Pour moi, il faut commencer par la fin pour venir rejoindre nos aptitudes. S'il y a lieu de les réorienter, il va falloir les réorienter en tenant compte de la finalité. Vous voulez ajouter quelque chose au propos de M. Yeo? Monsieur Abdoul Vaïga. Non, aller dans le même sens pour dire que c'est un équilibre qu'il faut chercher entre tous ces différents éléments. On ne peut pas privilégier un élément au détriment d'autres. Sinon, après, il y a un déséquilibre. Donc, l'environnement est important. Nos aptitudes sont importantes. On peut vouloir faire des études, mais ne pas avoir les capacités de les faire. Il faut prendre cela en considération. On peut vouloir faire des études pour lesquelles il n'y a plus de débouchés sur le marché de l'emploi. Ça également, c'est important. Il peut arriver que ces études-là, on peut vouloir faire des études pour sa culture. Ça n'exclut pas qu'on choisisse, on va dire, une finalité en termes de compétences et d'emploi. Mais aujourd'hui, avec le développement des études, on va le voir, avec le LMD qui permet donc de suivre d'autres formations parallèlement à votre formation de base, donc de pouvoir suivre ces formations-là pour compléter, n'est-ce pas, votre formation de base. Mais en priorité, il faut regarder où sont les débouchés du marché de l'emploi. C'est extrêmement important. Alors il y a justement, monsieur, après on va rentrer dans le vif du sujet, des a priori concernant vos deux institutions qu'on oppose généralement, l'enseignement supérieur et l'enseignement technique. Vous allez nous dire c'est à tort ou à raison. Et dans les idées reçues, on pense que les études de l'enseignement supérieur sont plus prestigieuses. Et parfois, on perçoit l'enseignement technique comme, excusez-moi l'expression, comme une voie de garage. Alors déjà, est-ce fondé et
Alors, Merci, madame. Je voudrais d'entrée de vous dire qu'en matière d'enseignement technique, formation professionnelle, nous avons 3 types de formation. Il y a la formation professionnelle, il y a l'enseignement technique, et il y a l'apprentissage, qui est en fait un mode de formation professionnelle. En réalité, il n'y a pas à s'offusquer. Nous avons pour mission de permettre à tous les citoyens d'avoir un métier pour exercer durablement et se faire insérer dans les entreprises. Mais c'est aussi quelque chose qu'on vous reconnaît. On pense que les études supérieures sont trop théoriques et pas assez pratiques et que justement permettent pas de trouver un emploi rapidement. Là aussi, ce sont des idées reçues? Ce sont des idées reçues parce que ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, on nous présente comme les triplés du gouvernement. Éducation nationale, enseignement professionnel et technique et enseignement supérieur. Donc, c'est 3 entités qui vont ensemble dans la construction d'une nation. Pour pouvoir... on n'est pas dans la théorie en enseignement supérieur. Les médecins ils sont formés à l'enseignement supérieur. Donc, ils doivent soigner des personnes. Donc, on a des écoles d'agriculture. Donc, on a des centres de recherche, le CNRA, qui a longtemps travaillé à développer l'agriculture, les modèles de production au niveau du cacao, améliorer notre production, etc. Donc, mais la différence est faite au niveau de la porte d'entrée dans le système. Donc, l'enseignement supérieur, on rentre après le baccalauréat, tandis qu'on a l'éducation nationale qui forme à l'éducation de base, et puis l'enseignement professionnel et technique, parfois où on rentre après la classe de 6e ou le brevet, etc. Donc, c'est différentes options qui sont offertes aux apprenants pour pouvoir réaliser leur projet de vie. Qu'est-ce que vous dites aux parents d'élèves quand ils viennent avec ces a priori entre ces deux voies? Alors moi, je pense que, comme je le dis toujours, tout est question d'objectif. Tout est question d'objectif. L'enfant se construit dans la tête un projet et à lui d'aller vers l'information qui va lui permettre de réaliser ce projet. En matière de formation, moi, il n'y a pas de bonne formation, il n'y a pas de mauvaise formation. Il y a un bon étudiant et un mauvais étudiant. Quand vous embrassez une formation, que ce soit l'enseignement supérieur ou à l'enseignement technique et professionnel, votre engagement, votre détermination et vos aptitudes devaient vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs en fonction de ce qui vous attend devant, bien entendu. Donc, ce n'est pas le fait que ce soit l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique ou professionnel qui va nous permettre d'atteindre l'objectif, mais c'est notre détermination, c'est notre ambition. On imagine qu'en tant que représentant du patronat, Monsieur Ndri, vous collaborez plus avec l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique? Non. On devine la réponse. Non, nous collaborons avec les 2 ordres d'enseignement. Mais ce que je voulais dire, c'est que tout au long de ce débat-là, nous allons parler d'insertion, nous allons parler d'emploi. Moi, je crois que le meilleur juge, parce que je ne peux pas me permettre, d'apporter une appréciation sur qui est supérieur à l'autre. Le meilleur juge, c'est l'entreprise. Qu'est-ce que l'enseignement technique nous apporte au bout de la chaîne? Qu'est-ce que l'enseignement supérieur nous apporte quand on reçoit un étudiant? C'est ça le meilleur juge. C'est pour cela que jusque-là, il faut dire que ces 2 ordres d'enseignement ont produit des étudiants, ont produit des élèves, mais nous avons décidé, on en parlera certainement plus tard, d'intervenir en amont, de ne pas attendre la fin pour savoir si l'étudiant et l'élève est bon ou pas. Donc, je pense qu'on en parlera. On va parler, puisqu'on va faire justement l'état des lieux de l'enseignement supérieur et technique en Côte d'Ivoire. Mais avant, je vous propose d'écouter les difficultés rencontrées par les futurs étudiants, qui sont nombreux visiblement, comme le montre ce reportage de Ahmed Traoré. En Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, les systèmes éducatifs ont connu des changements d'approche pédagogique. Parmi les innovations majeures en pédagogie, l'éducation télévisuelle dans les années 70, puis la formation par compétences. L'enseignement supérieur n'est pas en reste, puisqu'il a aussi basculé au système LMD depuis 2013 par décret présidentiel.
Les contenus d'enseignement ont fortement évolué. C'est une très belle initiative qui malheureusement se heurte à l'inexistence de salles équipées dans les écoles, l'absence d'appareils et de connexions Internet. La création des collèges de proximité a rapproché les élèves de leur lieu de fréquentation. Malgré tout, le taux de réussite aux examens reste bas. Au baccalauréat, par exemple, sur 330 567 candidats, 98 446 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite national de 30,78%, contre 29,24% en 2021. 19 600 des préinscrits ont été orientés dans les universités publiques de Côte d'Ivoire pour la section 2022. Les effectifs pléthoriques, l'insuffisance d'infrastructures, de matériel didactique, quantitatif et qualitatif d'enseignants sont autant de problèmes que connaît le système éducatif ivoirien, ce qui a des répercussions sur l'enseignement supérieur. La réduction drastique du taux de redoublement, l'harmonisation des coefficients à 1 pour toutes les disciplines au premier cycle du secondaire et le passage automatique en classe de 6e des 85 points sont toutes de belles initiatives. Cependant, elles donnent à voir malheureusement des élèves de plus en plus faibles en mathématiques et en français, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, dans nos établissements, pour ne citer que ces deux disciplines. L'indiscipline caractérielle de certains élèves fait regretter au plus grand nostalgique le beau vieux temps, où l'enseignant était ce pédagogue respecté. Docteur Abdoul Maïga, lorsqu'on parle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qu'est-ce que cela comprend exactement? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique comprend toutes les institutions de formation qu'on intègre après le baccalauréat. Donc, il y a un volet enseignement supérieur donc, qui regroupe l'ensemble des structures de formation post-bac. Et on a un volet recherche scientifique, donc qui regroupe l'ensemble des centres de recherche que nous avons en Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu ce que ça regroupe. Et en termes d'établissement post-bac, vous parlez des universités. Alors il faut noter qu'en Côte d'Ivoire, enseignement post-bac, on a des universités, on a des grandes écoles. En termes d'universités, on a 8 universités publiques. 8 universités publiques qu'on peut intégrer après le baccalauréat. Donc, on a 3 universités qui sont complètes, où on a la plupart des parcours de formation qu'on peut trouver. On a l'université Félix Aubragné à Abidjan, l'université Alassane Ouattara à Bouaké, l'université Pénéfero Gon Coulibaly à Korogo. À côté de ces 3 universités complètes, on a 5 universités qui sont thématiques. On a l'université Nangui Abrogwa, d'Abobo à Djamé, donc qui est spécialisée dans tout ce qui est sciences de la nature, la biologie, etc. On a l'université Jean-Laurent Guédé de Dalois, qui est dans l'agroforesterie. Et puis on a l'université de Mans, donc qui s'intéresse à tout ce qui est filière dans les mines. Et finalement, le dernier né, c'est l'université de San Pedro, qui s'intéresse à tout ce qui est sciences de la mer et construction navale. Donc voici les 8 universités publiques que nous avons et leurs offres de formation. À côté de ces 8 universités publiques, nous avons des grandes écoles publiques qui sont sous tutelle de notre ministère et d'autres qui sont en dehors de notre tutelle. Principalement sous notre tutelle, vous avez l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, l'INPHB. Et puis il y a d'autres grandes écoles publiques qui sont hors tutelle, dont par exemple les ATIC, qui forment au métier des TIC. Et donc ça, c'est du volet public. Mais on a également des institutions d'enseignement supérieur dans le domaine du privé. Au niveau privé également, on a des universités privées qui offrent pratiquement les mêmes parcours de formation que les universités publiques. Donc nous dénombrons plus de 400 universités privées. 8 universités publiques, 400 universités privées en Côte d'Ivoire. 400 grandes écoles privées. 400 grandes écoles privées. Et plus de une centaine d'universités privées. Donc les grandes écoles privées forment essentiellement aux filières du brevet de technicien supérieur. Donc ils ont des offres de formation qui sont variées. Notamment, on a 33 filières de formation dans les BTS. On a une dizaine de filières qui sont des tertiaires. Et puis, on a les autres filières sont des filières industrielles. Alors, je me tourne immédiatement vers votre voisin pour bien comprendre, parce que je suis étonnée dans votre énumération que vous nous parliez de l'INPHB, du BTS. C'est pas lié à l'enseignement technique, tout ça? Justement, madame, comme je le disais d'entrée de jeu,
l'enseignement technique a 3 ordres de formation. Il y a l'enseignement technique, la formation professionnelle et il y a l'apprentissage. Et pour revenir justement aux idées préconçues de ce que les étudiants en formation professionnelle seraient les derniers de la classe, le ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle a tellement pris conscience que la vision de M. le ministre est formulée comme suit: repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Notre pays ne pourrait arriver à l'émergence s'il n'y a personne pour faire les routes, s'il n'y a personne pour faire les champs. Et c'est là notre mission et nous en sommes heureux de l'accomplir. Mais quand on parle de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qu'est-ce que ça représente exactement? Pouvez-vous nous faire un détail comme il a fait précédemment? Oui, justement, si on devrait faire l'état des lieux, en matière d'enseignement technique, nous avons 3 lycées techniques. Le lycée technique d'Abidjan, Cocody, le lycée technique de Bouaké et le lycée technique de Yopougon. Le lycée technique d'Abidjan, Cocody forme dans le domaine de l'industrie pour les séries du baccalauréat F, F1, F2, F3 et les séries du baccalauréat E, qui est l'un des bacs les plus prisés. Les anciens qui ont fait le lycée technique, il y en a beaucoup. L'occasion n'est pas indiquée pour les citer, mais nous avons donc des anciens élèves qui sont aujourd'hui les élites du pays. Nous avons les séries du baccalauréat B qui sont destinés aux études post-baccalauréat et puis les bacs G, notamment le bac G1 et le bac G2. Nous avons ce que nous appelons les centres de bureautique et de communication et de gestion, les CBCG. Nous en avons 4, les CBCG de Treichville et de Cocody, les CBCG de Bouaké et le CBCG de Daloa. Ces institutions de formation forment au CAP, au BT et au BTS. Nous avons une école spécialisée en informatique et électronique, le CELIA, qui se trouve donc à Treichville, qui forme au CAP, au BT et au BTS. Et puis nous avons les lycées professionnels et les centres de formation au nombre de 39, au nombre de 59, dont 15 à Abidjan et 44 à l'intérieur du pays. Ces établissements de formation professionnelle forment dans tous les domaines industriels et tertiaires. Nous avons donc dans le dispositif de l'enseignement technique et la formation professionnelle 67 établissements qui gèrent aujourd'hui un effectif de 33 065 étudiants. À côté donc de ces apprenants, dans les écoles publiques, nous sommes accompagnés par environ 450 établissements privés qui gèrent un effectif de 97 945 apprenants. Au total, dans le dispositif de l'enseignement technique de la formation professionnelle, secteur privé et public confondus, nous avons un effectif de 131 010 apprenants, dont 35 065 apprenants, soit 25,24% au public, et 97 947 apprenants au privé, soit 74,76%. Merci pour toutes ces précisions. Et on se rend compte que le privé leur remporte visiblement sur le secteur public. Vous voulez rajouter quelque chose sur les propos, Monsieur Ndri? Déjà, voilà, par rapport à la collaboration, vous disiez tout à l'heure que vous collaboriez en amont avec ces institutions. À quel moment exactement? Oui, peut-être avant de répondre à cette deuxième question, ce que je voulais dire, à écouter nos co-débatteurs, on constate bien que beaucoup d'efforts a été fait par le gouvernement en termes d'infrastructures, en termes d'équipement, mais peut-être qu'ils reviendront là-dessus. Parce que, comme je dis, le débat, c'est sur l'emploi. C'est qu'est-ce que nous recevons de tout ce qui vient d'être dit. Je crois qu'eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a quand même, malgré tous ces efforts qui ont été faits, il y a quand même quelques faiblesses. Quelques faiblesses et qui font que le secteur productif a deux fois du mal à recevoir tout ce monde-là. Donc c'est pour cela, et je rebondis sur la deuxième question que vous avez posée,
C'est pour ça que nous avons, depuis 2007 pour l'enseignement supérieur et 2009 pour l'enseignement technique, signé des conventions de partenariat avec ces deux ministères en vue justement d'améliorer la qualité des produits qui sortent de ces deux ordres d'enseignement. Les produits, c'est les élèves, les étudiants que vous appelez les produits. Donc, pour être sûr. Non, mais je crois que... Donc, tout ce monde-là qui sort de ces établissements-là, ils sont, pour la plupart, pas acceptés par le monde productif. Donc, ces deux conventions ont permis d'indiquer des axes d'amélioration, et en collaboration avec eux pour que, je veux dire, l'entreprise n'intervienne pas, ne soit pas à l'accueil, à la réception de ces élèves, mais que l'entreprise, c'est pour ça que je disais en amont, aille dans l'école. C'est véritablement l'entreprise dans l'école et l'école dans l'entreprise. Ce type de partenariat-là permet véritablement de cerner les besoins du secteur productif, les besoins de l'entreprise, afin que les formés correspondent, le profil, les compétences correspondent véritablement aux besoins, à nos besoins. Mais très concrètement, ça veut dire quoi? Vous êtes présent dans les conseils d'administration, vous participez à rédiger l'aspect pédagogique de ces études? C'est exactement cela, plus précisément avec l'enseignement technique, la réforme de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Ça consiste essentiellement à ça. Nous sommes dans tous les conseils de gestion de ces établissements, si bien techniques qu'au niveau du supérieur. Et pour nous, nous disons à tous nos représentants qui sont dans ces conseils, il ne s'agit pas d'aller adopter les PV des réunions passées, etc. Il s'agit d'imprimer la marque de l'entreprise, la marque de l'entrepreneuriat au sein des établissements, en termes de gestion, en termes de gouvernance. Voilà, donc nous intervenons à ces niveaux-là. Alors, quelle est la place des universités ivoiriennes dans les classements régionaux et internationaux? Parce que là, effectivement, on nous a cité le dispositif en termes de logistique, mais qu'en est-il de la qualité des cours dispensés dont on va parler longuement? D'accord. Alors, il faut noter que la qualité s'apprécie différemment. Il y a effectivement les classements internationaux qui s'appuient sur des critères pour sortir les meilleures universités en termes de classement. Et à ce niveau-là, les universités ivoiriennes ne figurent pas dans ce classement. Et le ministre a mis en place un comité justement pour analyser pourquoi on ne figure pas dans ces classements. Lorsque vous regardez, par exemple, nos performances au CAMES, qui est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, la Côte d'Ivoire est en tête des performances. Donc, nos enseignants qui soumettent des travaux de recherche, et la plupart des comités de recherche sont dirigés par des Ivoiriens. Et le nouveau secrétaire général du CAMES est un Ivoirien. Donc, lorsqu'on regarde tous ces palmarès, et quand on regarde également le taux d'admission de nos étudiants, par exemple de l'INPHB au concours international des polytechniques en France, on se rend compte qu'en termes de qualité, il y a eu des efforts. Alors, pourquoi nous ne sommes pas dans ces classements? C'est simplement parce que les critères qui les regardent, ces critères-là, nous n'avons pas travaillé sur ces critères. C'est quoi? Vous savez quels sont les critères utilisés? Alors, ces critères, généralement, c'est des critères qui sont liés à la visibilité de l'institution. Puisque c'est pas les instituts qui font les classements ne viendront pas vous poser des questions sur qu'est-ce qui se fait dans vos universités. Ils ne viendront pas prendre des cours pour se rendre compte s'il y a la qualité ou pas. Ils regardent généralement la visibilité à travers le web. Comment est-ce que vous diffusez vos publications scientifiques? Est-ce qu'on a accès à ces publications? Comment sont citées vos publications par vos pairs qui sont à l'international, etc. Donc, à partir de là, on calcule des indices et on essaie de faire les classements. Donc, justement, nous travaillons à faire en sorte qu'au niveau de ces critères, on puisse donner de la visibilité à nos chercheurs qui font un travail remarquable, comme je l'ai dit, mais qui souffrent un peu par ce problème de visibilité. Mais vous parlez de l'université Félix-Houphouët-Boigny. Si mes souvenirs sont bons, dans les années 80 encore,
la Côte d'Ivoire était vraiment dans le peloton de tête en termes d'université dans la sous-région. Et ce n'est plus le cas. Est-ce qu'on a rétrogradé malgré tous les efforts, on l'avait dit, fournis par les autorités ces dernières années? Non, je ne dirais pas qu'on a rétrogradé, puisque je viens de vous donner les palmarès de la Côte d'Ivoire au niveau sous-régional, au niveau du CAMES. Nous sommes pratiquement leaders au niveau du CAMES lorsqu'on compare les travaux de nos chercheurs avec les autres. Donc, de ce point de vue, il y a toujours cette qualité que nous avons dans nos universités. Maintenant, il faut travailler à donner de la visibilité aux travaux des recherches. Oui, pour répondre à cette question, mais est-ce que nos universités sont encore attractives? Quand je parlais de la réputation de certaines universités ivoiriennes dans la sous-région, on a l'impression que maintenant, ce sont d'autres pays qui sont valorisés et de la sous-région. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un manque d'attractivité, pas parce que le niveau a baissé, compte tenu des crises que nous avons traversées. Mais je peux vous dire que actuellement, il y a un regain d'attractivité. Quand on regarde le nombre de bacheliers qui quittent dans les pays de la sous-région pour venir, et même cette semaine, il y a eu des concours qui ont été organisés, que ce soit en Guinée, au Niger, pour leurs meilleurs bacheliers de ces pays-là, afin qu'ils viennent intégrer, par exemple, l'INPHB. Donc, ça veut dire qu'il y a encore de l'attractivité. Alors, qu'en est-il de l'enseignement technique en termes de plus-value, en termes de classements internationaux et régionaux? J'allais dire, madame, justement, sur la question donc, de l'attractivité, le ministère de l'Enseignement technique a mis en place 2 grands programmes pour justement faire voir la visibilité des actions qui sont menées au ministère. Le premier programme, l'Académie des talents, qui justement vise à redimensionner tout le dispositif de formation technique et professionnelle, la réhabilitation de tous les établissements publics de formation. Aujourd'hui, passez devant le lycée technique d'Abidjan et vous verrez que le chantier est effectivement en œuvre. Parce que effectivement, nous avons associé par le fait de la réforme le secteur privé productif qui, justement, dans le cadre de ces partenariats, nous accompagne dans la gouvernance, dans la formation, dans l'évaluation, mais les conditions de travail et d'apprentissage ont effectivement connu un recul. Et c'est pour cela, justement, que M. Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'apprentissage, ayant pris la pleine mesure de la situation, a donc fait inscrire au programme gouvernemental pour la période 2021-2024 le programme de l'Académie des talents qui, justement, comme je le disais tantôt, vise à redimensionner tous les établissements publics existants. Et à côté, justement, de ce programme-là, le deuxième programme, l'école de la deuxième chance, qui devait donc permettre à tous les jeunes gens mal insérés ou en quête d'emploi de pouvoir avoir l'opportunité d'avoir des compétences et de se rendre utiles dans les entreprises. Alors, je vous demandais les positions des établissements ivoiriens dans les classements à dessein. Est-ce que dans le cadre de l'orientation, le choix de l'établissement est primordial? Sa réputation, sa renommée, les classements, c'est un indicateur? Bien entendu. En cela, nous tenons à dire merci. Merci et félicitations aux différents ministères, que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, que ce soit le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Nous tenons à leur dire merci. Parce qu'aujourd'hui, les élèves, ils ont le libre choix. Ils ont le choix libre de dire je vais dans tel ou tel établissement en fonction de leur classement. Je crois que les résultats, on a eu les résultats du BTS il n'y a pas assez longtemps. Et déjà, on a un classement des différents établissements. Et aujourd'hui, nous sommes à la rentrée, enfin, nous sommes à la préinscription des bacheliers. Donc, chaque bachelier qui veut vraiment intégrer une école de référence devait se référer, n'est-ce pas, à ces classements-là, afin de choisir un établissement qui pourrait mieux répondre à ses attentes. Donc, pour dire que le classement, ou comme on appelle ça, ce que chaque établissement présente comme atout ou comme commodité, sont des éléments vraiment très importants dans le choix
d'un établissement. Mais est-ce que ça fait tout? Est-ce que vous écoutez, on suppose que n'importe quel élève qui serait un cancre deviendrait brillant en passant par un établissement référencé. Et ça nous laisse croire aussi qu'un élève moyen, dans un établissement moyen, ne peut pas avoir des... Oui, là, madame, vous me donnez encore l'occasion de dire merci et félicitations au ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà comment les prescriptions cette année se font. Les années antérieures, quand on lance la prescription, c'est tout le monde qui est lancé là-dedans. Mais cette année, voilà comment on procède. Dans un premier temps, il y a eu les prescriptions pour les universités et grandes écoles publiques. Après ça, du 24 jusqu'au 31, peut-être demain par là, ce sont les prescriptions de ceux qui ont une mention de bien, assez bien ou très bien. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est, comment on appelle ça, qui est lancé dans la prescription. Donc, c'est à partir du premier que ceux qui ont des mentions passables et autres qui vont commencer. Cela donne la chance à ceux qui ont des bonnes mentions de choisir les universités ou les grandes écoles qui leur semblent, en tout cas, les mieux. Voilà. Un cancre dans un système d'information, il va ressortir par lui-même. Quand la formation elle est bonne, les cancres vont ressortir par eux-mêmes. C'est le travail. C'est le travail qui fait qu'on dit l'université ou l'école est bonne. Voilà. Donc, le système lui-même rejette les déchets. Alors, Monsieur Ndri, on reste encore sur cette réputation avant de s'attarder sur les aspects négatifs. Mais sur cette réputation, par exemple, on a remarqué, en tout cas on l'observe partout, qu'il y a une catégorie d'étudiants qui semble être prioritaire à l'embauche, ceux qui sont issus des grandes écoles. C'est-à-dire, avant même la fin de leurs études, ils ont des promesses d'embauche, des entreprises qui viennent les solliciter. Pourquoi sont-ils privilégiés? C'est parce qu'ils représentent l'élite? Ils sont rares, ils sont particulièrement talentueux. Pourquoi ces derniers, on les embauche avant même la fin de leurs études? Oui. Je crois que ça pose la question de l'adéquation formation-emploi. Disons que le constat qui est fait, c'est qu'on a des élèves qui ont des formations, qui ont des compétences, mais qui ne peuvent pas être embauchés par l'entreprise. A contrario, il y a des entreprises qui sont à la recherche de compétences qu'ils ne trouvent pas. Donc, ça fait qu'il y a un marché qui est réduit. Donc, il est clair que, parlant de ces écoles à grande réputation, il est clair que si une entreprise voit un étudiant, un élève qui est en fin de cycle et qui finit même pas sa formation, il est clair que l'entreprise va être portée à recruter. Non, je pense que c'est question de qualité de la formation, de qualité de la compétence. Quoi sont des garanties pour vous, employeurs? Absolument, absolument. Non. Et je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est justement d'encourager. Parce que quand on parle de ça, on voit même des établissements privés, des grandes écoles privées, on voit, il y en a qui sont bien cotés, et on voit les parents qui courent au début de l'année, qui courent vers ces écoles-là. Donc c'est la recherche de l'excellence, et au niveau du secteur productif, on ne peut que souhaiter qu'il y ait d'excellents produits, je reviens encore sur ce mot, produits qui sont mis à notre disposition. Alors, en ce qui concerne la qualité des cours dispensés, sur l'aspect pédagogique, plusieurs enseignants, en préparant l'émission, m'ont fait part de lourdeurs administratives, de conflits générationnels qui empêchent l'innovation et la modernité des enseignements, voire leur pertinence même dans certains établissements. Confirmez-vous ces dysfonctionnements et comment y remédier? Je m'adresse à l'un à l'autre. Monsieur Yavo et Monsieur Maïga. Pour ce qui nous concerne, il n'y a pas de conflit de génération. Aujourd'hui, nous passons d'un mode d'enseignement à un autre, qui est l'approche par la compétence, pour lequel nous avons donc comme trajectoire de travailler avec le secteur productif sur 3 axes. La gouvernance, donc l'orientation stratégique, participer à la formation et à l'évaluation. À partir de ce moment-là, les produits qui sortent devraient être au goût de chacun. Et pour nous, c'est pour ça tout à l'heure, ça me faisait un peu... Pour nous, il n'y a pas de cancre.
il y a que certains sont dans des métiers qui ne leur conviennent pas sur leur tempérament. Madame, vous êtes une journaliste parce que certainement vous aimez bien le métier. C'est pas Si faux. vous n'aimez pas un métier, vous l'exercez difficilement, quel que soit le salaire que vous payez. Et donc, c'est pour ça justement que cette question d'orientation est importante. Et par ailleurs, saisir aussi les opportunités. Aujourd'hui, il y a la CAN qui est en préparation. Tous les hôteliers, tous les restaurateurs professionnels cherchent du personnel. On va parler des filières, mais là, je veux qu'on reste sur l'état des lieux de nos établissements, universités. Vous nous dites qu'il n'y a pas de problème générationnel. Pourtant, vraiment, j'ai appelé dans tous les établissements en off, et tous ceux que j'ai eus m'ont parlé spontanément de toutes ces pesanteurs et de ces lourdeurs qui empêchaient l'innovation. D'abord sur le plan pédagogique, après on va parler de l'aspect technologique, parce que là aussi, on est en retard. Ok. Peut-être qu'ils ne vous ont pas expliqué qu'est-ce qu'ils entendent par pesanteur ou conflit générationnel. On l'a vu, nous avons basculé au système LMD. À partir de ce moment, nous avons conçu les maquettes pédagogiques, c'est-à-dire que quelles sont les matières à enseigner pour atteindre telle ou telle compétence, en lien avec le monde de l'entreprise. À partir du moment où on a défini ça, l'enseignant est responsable d'une unité d'enseignement. À partir de ce moment, il est le maître de sa classe. Personne ne peut l'empêcher d'enseigner ce qu'il veut. S'il veut innover dans l'enseignement, il est libre. Le plus important étant d'atteindre l'objectif qu'on lui a assigné. Si vous avez une unité d'enseignement qui a pour objectif d'atteindre telle ou 2 ou 3 compétences, de donner ça aux élèves, mais c'est vous qui meublez le cours. Mais quand on veut rajouter, par exemple, des nouvelles matières, nouvelles filières, un enseignant ne peut pas se lever comme ça et proposer dans son établissement telle ou telle matière. Cela n'existe Le monde pas. va tellement vite. Mais voilà. Cela n'existe Mais pas. je sais que certains souhaitent depuis maintenant 6 ans, minimum 6 ans, mettre en place des matières qui sont très pertinentes dans la société actuelle, notamment sur le plan sécuritaire. Voilà, proposer ce type de master, mais on n'est pas encore Non. dans l'effectivité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cadres. Il y a des cadres pour réviser les maquettes pédagogiques. Par exemple, nous avons un projet actuellement de révision de toutes les formations de type BTS, en liaison justement avec le monde socio-professionnel. C'est un projet même d'ailleurs qui est financé par la Banque mondiale. On va réviser les 33 filières que nous avons de BTS en liaison avec le monde de l'emploi. Quelles sont les filières qui sont pertinentes? Quelles sont les filières qui ne sont pas pertinentes? Quelles sont les nouvelles offres de formation qu'il faut créer? Celles qu'on doit conserver, comment revoir le contenu? C'est un travail qui est en cours. Et en principe, avant la fin de cette année, ce travail doit être achevé. Donc, il y a des cadres. On ne peut pas sortir de ce cadre, et un enseignant ne peut pas sortir de ce cadre et décider de lui-même de modifier la maquette pédagogique. Non. Ça se fait en cohérence avec l'ensemble des dispositifs et également en lien avec ce qui se fait ailleurs. Parce que nos élèves sont appelés à aller dans d'autres universités, dans d'autres écoles. Il faut créer des passerelles. Il faut qu'il y ait des équivalences entre ce qui se fait ici et ailleurs. Donc, c'est comme ça partout. Il y a des conseils pédagogiques qui décident de la pertinence d'une formation, de l'introduire, de la réviser, etc. L'autre aspect, c'est technologique, parce qu'une grande partie de nos établissements sont visiblement sous-équipés et accusent un retard technologique parfois criant dans certains d'entre eux. Comment est-ce possible déjà au vu de l'impact des nouvelles technologies dans nos sociétés? Comment expliquez-vous ce manque de modernité? On m'a parlé de logiciels utilisés par les élèves qui sont complètement caducs et qui, une fois dans l'entreprise, n'ont plus aucun intérêt pour l'employeur. Là aussi, comment vous l'expliquez? Comment vous améliorez les choses? Non, mon voisin l'a dit tout à l'heure, nous avons connu des crises qui ont donc pesé sur l'évolution de nos établissements. Et aujourd'hui, nous en avons conscience, je le disais tantôt. C'est pour ça que les programmes qui sont mis en place, quand nous parlons de redimensionnement des établissements, il s'agit naturellement de la réhabilitation des bâtiments, de la réhabilitation des ateliers, mais aussi de la formation des enseignants et de tous les personnels. C'est cet ensemble de programmes qui est contenu dans ce que nous avons appelé au niveau du ministère de l'Enseignement technique l'Académie des talents. Mais est-ce que toutes les universités de Côte d'Ivoire sont dotées d'outils informatiques déjà basiques? Je parle surtout du public. Oui, au niveau du public, effectivement, comme je l'ai dit, vous savez que les universités ont été fermées pendant un certain temps, ouais, pendant la crise
Le matériel a été saccagé, les bâtiments ont été vandalisés. Il y a eu un vaste programme de rénovation des universités qui a coûté des centaines de milliards. Et ça, le gouvernement s'est engagé à rénover les universités. Programme de réhabilitation des bâtiments, de rééquipement. Si vous allez à l'université de Cocody, par exemple, vous allez voir que tous les ateliers de mécanique, de génie ont été rénovés avec du matériel neuf. Et également, dans cette même lancée, le gouvernement a investi énormément d'argent dans le déploiement de ce qu'on appelait le RITEA, le réseau ivoirien de télécommunications pour l'enseignement et la recherche, qui est un réseau Wi-Fi qui permet d'interconnecter nos 8 universités publiques et les centres de recherche. Et à travers donc, cette connectivité, qui permet également de connecter nos universités à l'ensemble des universités du monde, à travers donc, un réseau régional qu'on appelle le WACREN. Et donc tout ça, c'est des investissements qui sont faits. C'est sûr qu'on n'est pas encore au niveau souhaité. On aimerait aller plus loin, mais ça s'est fait par étapes. Voilà, nous sommes en train de travailler là-dessus et je pense qu'on est sur la bonne lancée. Je vois que vous voulez intervenir. Allez-y juste avant qu'on passe à l'élément suivant. Non, je voudrais, au stade de nos débats, là, parler un peu des branches professionnelles, si vous voulez bien. Ou bien... Après l'élément, je vous propose, Oui, d'accord. Parce que ce sera entièrement consacré à cela, Ok. si vous permettez. Merci bien. Donc, je vous propose de suivre ce micro-trottoir sur les attentes des populations au sujet de l'orientation des jeunes. Vos réponses au micro d'Ahmed Traoré. De nos jours, les étudiants qui ont eu le bac ne savent pas s'orienter parce qu'ils n'ont pas une idée d'où aller. Il y a d'autres qui veulent aller à l'université à cause des vestes et autres machins. Mais il ne s'agit pas d'aller dans telle école à cause de la tenue. Il faut aller dans une école pour le savoir et la connaissance qu'ils vont te donner. Concernant les difficultés par rapport aux orientations, je pourrais dire que la majorité des bacheliers vraiment ne savent pas concrètement ce qu'ils doivent faire. Parce que déjà, dès l'obtention du BPC, voilà, à la classe de seconde, normalement, un vrai ou bien un futur étudiant, un vrai élève doit déjà commencer à réfléchir sur son avenir. Et cela doit se passer avec l'accompagnement des parents. L'étudiant a du mal à savoir comment il va s'orienter. Parfois, il est intimidé par son choix. Les parents lui imposent un choix. Or, une orientation, c'est la personne même qui est concernée qui doit s'orienter. Donc, c'est la difficulté de laisser les étudiants eux-mêmes s'orienter, car cela dépend de leur avenir. Je pense qu'on a besoin des inspecteurs d'orientation pour nous aider à faire nos différents choix. Parce qu'après l'admission au bac, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. On a un peu plusieurs idées dans la tête. Donc quand on a quelqu'un pour nous orienter, c'est encore plus facile. Quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut nous expliquer les choses auxquelles on est confronté. En fait, là, c'est comme ça, quand tu choisis quelque chose dont tu as un peu une notion, c'est un peu plus facile. Parce qu'on a remarqué qu'après le bac, les élèves ne savent pas comment s'orienter. Alors nous sommes là pour leur expliquer non seulement les filières, et les filières même qui les arrangent encore, parce qu'on est tous d'accord qu'il y a des filières porteuses, et aussi des filières vraiment on peut faire, mais la filière est peut-être saturée. Donc nous sommes là dans ce cadre-là de les coacher, de les orienter, afin qu'ils puissent faire un bon choix. Alors on va s'intéresser à l'orientation après le bac et le brevet. Déjà, quels sont les différents bacs et brevets techniques de techniciens en Côte d'Ivoire? Mais d'ailleurs, pour parler déjà donc d'orientation, nous sommes un ministère de formation au niveau secondaire et donc la population cible qui est intéressée par les sont les élèves de la classe de 3e. Et à ce niveau-là, nous avons un dispositif, comme disait le spécialiste en orientation, Monsieur Yeo. Monsieur Yeo, dont la première phase est l'information. Nous avons une direction dédiée, en tout cas au ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'apprentissage, la direction de l'orientation des bourses de la mobilité, qui a des démembrements dans toutes les directions régionales et départementales, avec des inspecteurs d'orientation. Ce sont ces personnes-là qui sont donc habilitées à faire le tour des établissements publics et privés pour porter, dans un premier temps, l'information à tous les élèves de la classe de 3e. Et peut-être après, on pourra donc expliquer la suite du process lorsque nous avons fini cette première phase qui est donc importante que l'information. D'accord, mais comme c'était dit dans l'élément, en plus de l'information, déjà, je veux qu'on rappelle, avant de réagir à ce qui a été dit, je veux qu'on rappelle quels sont les bacs et brevets existants en Côte d'Ivoire.
OK. En Côte d'Ivoire, on a des bacs dits d'enseignement général. Donc, ces baccalauréats d'enseignement général, vous avez 2 ou 3 grandes catégories. Donc, on a tout ce qui est en rapport avec les lettres. Donc, c'est les bacs A1, bac A2, etc. Et puis, on a sciences et techniques, les bacs qui sont en rapport avec les sciences et techniques. Donc, série C, série E. Et puis, vous avez les bacs qui sont en rapport avec les sciences de la nature. Donc, c'est principalement série D. Donc, voici les différents types de bacs. Et puis, on a des bacs beaucoup plus techniques, donc les F1, F2, etc. Donc, voici un peu la configuration du baccalauréat en Côte d'Ivoire. Alors maintenant, quand on passe le baccalauréat, le brevet, qu'est-ce qu'on valide? Parce qu'on nous dit souvent que d'avoir juste le bac ou le brevet technicien, ça n'a aucune valeur. C'est une porte d'entrée pour des études supérieures. C'est quoi la valeur de ce diplôme, qui est peut-être l'un des premiers? Le bac, c'est le premier diplôme universitaire. Ça veut dire qu'on vous donne les connaissances de base. Donc, vous ne pouvez pas entamer des études universitaires sans avoir un minimum de connaissances de base qui est attesté par l'obtention du baccalauréat. Donc, une fois que vous avez le baccalauréat, c'est un diplôme qui vous confère les connaissances de base. À partir de ce moment, vous décidez d'approfondir tel ou tel aspect de votre formation. Donc, on va maintenant regarder quel est votre projet professionnel. Donc, si vous avez le bac, première chose, quel est votre projet professionnel? En fonction de votre projet professionnel, vous allez avoir un éventail de filières qui va s'offrir à vous. Mais en fonction du bac choisi, vous me parlez des différentes séries. En fonction du bac choisi, parce que là, on est déjà à la fin, vous ne pouvez plus changer. Vous avez le bac, vous avez un bac de série C, vous allez regarder votre projet professionnel. Donc, en fonction de votre projet professionnel, vous pouvez être amené à faire un changement. Par exemple, un élève qui a un bac A2 ou A1 qui aimerait devenir médecin, cela n'est pas possible. Parce que c'est une filière, c'est littéraire, c'est un bac littéraire. C'est un bac littéraire. D'accord. Donc, pour faire de la médecine, il faut avoir un bac C ou un bac D. Voilà. Scientifique, mais encore plus spécifique, soit un bac C ou un bac D. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, en fonction de votre projet professionnel et de votre série de bacs, vous allez voir quelles sont les options qui s'offrent à vous. Ça, c'est la première étape. Donc, vous allez avoir plusieurs choix. Et deuxième étape que vous allez regarder, ce sont vos capacités intellectuelles. Donc, vous avez le bac C, c'est vrai, ou le bac D, mais vous avez par exemple, on va dire, eu 10 en mathématiques, 10 en physique-chimie, et puis 9 ou 8 en sciences de la vie et de la terre. Vous ne pouvez pas faire la médecine. Donc, parce que les spécialistes de cette matière de la médecine nous disent que pour qu'un étudiant fasse la médecine, il faut qu'il ait eu 11 en mathématiques, 11 en physique-chimie et 11 en sciences de la vie et de la terre. Donc, deuxième élément de votre appréciation, ce sont vos capacités intellectuelles. À partir de là, vous allez encore faire un deuxième filtre de vos choix. OK? Maintenant, le troisième filtre, c'est votre âge. Votre âge et votre environnement, on va dire, social. Ça veut dire que si vous voulez faire la médecine et que vous avez 26 ans, ce ne sera pas possible. Parce qu'il faudra avoir un âge inférieur ou égal à 23 ans. Pourquoi? Pour entamer la première année de médecine? Oui, en général, les universités publiques. D'accord. Pour entamer une formation dans une université publique, il y a un critère d'âge. Il faut avoir un âge inférieur ou égal à 23 ans. D'accord. Alors, l'idée, c'est de dire que si vous avez 26 ans ou 28 ans, on va privilégier une formation de courte durée. Dans une formation de type BTS, par exemple, qui est équivalent à un bac plus 2, pour vous donner des compétences. Parce que si vous faites des études de médecine, c'est au minimum 7 à 8 ans d'études. Si vous avez déjà 28 ans, 30 ans, plus 7 à 8 ans d'études, sans compter que vous pouvez reprendre des années, donc on voit à peu près où est-ce que ça vous amène par rapport à votre projet professionnel. En ce qui concerne les brevets de technicien, parce que le BTS, ça, c'est le bac plus 2, c'est l'équivalent du bac plus 2. Mais quand on quitte le collège, on passe au BEPC, on a accès au brevet de technicien, qui est l'équivalent du baccalauréat. Oui. Alors, quelle est sa valeur et qu'est-ce que ça permet de faire? Oui, le brevet de technicien d'IBT est un diplôme professionnel pour aller travailler en entreprise.
L'objectif, la formation du brevet de technicien n'est pas pour aller faire des études supérieures. Cependant, quelques personnes qui déploient des compétences exceptionnelles ont justement la possibilité, par des passerelles, de faire des études, universitaires. Mais l'objectif principal, ça j'insiste là-dessus, du brevet de technicien, c'est pour avoir des compétences et travailler en entreprise. Par contre, au niveau du ministère de l'Enseignement et de la formation professionnelle, les lycées techniques qui forment au baccalauréat, ces diplômes sont justement, comme disait le professeur, destinés à faire des études universitaires. Et en termes justement de baccalauréat, nous avons deux catégories de baccalauréat technique. Il y a le bac dit de technicien, qui sont les bacs G et les bacs F, et les bacs techniques, qui sont le bac B et le bac E. Justement, pendant que nous sommes sur le plateau à débattre des questions d'orientation, si après le baccalauréat, vous avez l'intention de faire de longues études universitaires, il faut aller pour le bac B et le bac E. Le bac E permet donc d'entrer dans les cycles préparatoires dans les grandes écoles. Les bacs G et les bacs F, qui sont dits bacs de techniciens, sont faits pour les études de courte durée après le baccalauréat, c'est-à-dire des études bac plus 2, bac plus 3. Cependant, comme je l'ai dit, pour le BT, lorsque vous avez fait un diplôme DUT ou BTS et que vous avez déployé des compétences exceptionnelles, mais il appartient au jury par passerelle de pouvoir vous admettre à faire des études supérieures. C'est-à-dire qu'il y a une passerelle entre vos deux institutions. On peut commencer par un BEPC, un brevet technicien. Par le CAP. Voilà, CAP. Et se retrouver dans une grande école à force de volonté, de courage et de capacité intellectuelle. Exactement. D'accord. Donnez-nous un peu d'espoir, messieurs, ce soir. Alors, je vais vous laisser réagir sur cette orientation. Donc, encore une fois, c'est pas après avoir obtenu le bac et le brevet de technicien qu'on s'intéresse à son orientation. C'est en amont, toujours. C'est bien entendu en amont. Et c'est là même que je veux commencer par lancer un cri de cœur à moi-même, mon endroit, et à travers moi, tous les parents, parce que aujourd'hui, comme on le dit, les parents ont démissionné, ils n'accompagnent plus les enfants. Et pourtant, la maturation des choix d'un enfant doit se faire en amont avec les parents. Mais voyez-vous, les deux ministères, que ce soit l'enseignement technique, l'enseignement supérieur, et même le ministère de l'Éducation nationale organise des journées spécialement pour informer les enfants. Mais il est très difficile de mobiliser ces enfants lors de ces journées. Des journées de portes ouvertes, des journées d'orientation, c'est quoi? Des journées d'orientation. Le ministère de l'Enseignement technique a organisé ces journées ici au lycée technique. Moi-même, j'y étais en tant que mobilisateur. Et on a sollicité des bonnes volontés pour faciliter le déplacement des enfants. Mais il y a des cars qui sont allés devant des établissements qui sont revenus vides. Et pourtant, bien avant l'événement, on a tenu à appeler, on a tenu à voir les responsables des établissements pour dire qu'il y aura des cars qui vont venir. Mais comment comprendre que malgré toutes ces facilités, malgré la bonne volonté du ministère, qu'il n'y ait personne, qu'il y ait moins de personnes. Comment vous l'expliquez? Vous parlez des parents, vous pensez que... Oui, moi je me dis que les parents ont quelque chose à y avoir. Forcément. Parce que quand on dit qu'il y a une journée de l'orientation et que vous savez que votre enfant est en classe d'examen, ou même s'il n'est pas en classe d'examen, il est forcément amené un jour à faire des choix. Et vous n'incitez pas, vous n'encouragez pas, vous n'accompagnez pas l'enfant lors de ces journées, mais où il va avoir l'information pour s'orienter quand il sera temps? Vous avez entendu l'élément. La demoiselle ou les autres intervenants l'ont dit. Souvent, le bachelier ne sait pas quoi choisir. Mais comment il saura quoi choisir s'il n'a pas l'information? L'information est très capitale. Moi, je dirais une formation sans information, c'est du gâchis. Mais ce qui nous étonne, pour rejoindre l'élément qu'on a vu précédemment, comment on ne peut pas savoir comment s'orienter? Il y a des conseils d'orientation dans presque tous les établissements, normalement, si mes souvenirs sont bons. Et il y a aussi, aujourd'hui il y a Internet aussi, en plus, second outil qu'il n'y avait pas à l'époque. Et puis, quand on arrive en seconde, déjà au niveau de la première, on a des choix à faire. On ne fait pas une première, on a des premières diversifiées. Comment peut-on se retrouver
en terminale et s'interroger sur son orientation. Oui, c'est la question qu'on est amené à se poser tous. C'est vrai qu'il y a l'Internet. Mais comment est-ce que nous utilisons l'Internet? Les enfants aujourd'hui, ils sont sur l'Internet, c'est Facebook, ce sont les réseaux sociaux en général. Ils ne s'intéressent pas à leur formation. Sinon aujourd'hui, un élève en face d'un enseignant aujourd'hui n'est plus forcément un enseignant. Un enseignant devait être un guide pour l'élève ou l'étudiant. Parce que pratiquement on a tout sur Internet. Vous allez sur un moteur de recherche, vous cherchez une formule ou quoi que ce soit, vous allez trouver ça sur Internet. Et quand vous venez devant l'enseignant, ça devait être des échanges. Mais les enfants, ils passent plus leur temps à faire d'autres choses sur Internet que ce qu'ils doivent faire. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas l'information. Et encore, quand on organise des journées pour les informer, ils n'y vont pas. On vient de finir les jobs que le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé, journée de l'orientation du bachelier. Mais il n'y avait pratiquement pas quelqu'un. Les bacheliers n'y étaient pas. Vous comprenez? Mais où ils auront l'information? Pourquoi? Parce qu'on est en période de vacances, je ne cherche pas à les décharger ou les excuser, mais est-ce que c'est parce qu'on est en période de vacances peut-être? Non, de plus, quand on est en vacances, on dispose de temps. On n'a plus d'excuses. Oui, on n'a plus d'excuses. Mais ce qui est étonnant, parce que cette émission, finalement, elle a été sollicitée et inspirée par les jeunes gens, suite d'une émission avec le DG de l'INPHB, et ils étaient beaucoup à se questionner sur leur futur. Donc, on s'est dit qu'ils sont intéressés par ces questions. À vous écouter, ça n'a pas l'air d'être le cas. Allez-y, après j'aimerais bien écouter M. Ndri. La problématique, c'est qu'effectivement, la plupart des élèves se disent « je recherche mon diplôme. Quand je vais l'avoir, on verra la suite ». En réalité, il faut savoir qu'est-ce que je ferai de mon diplôme dès le début de l'opération. Une fois que vous êtes inscrit dans une école de T1 au lycée technique d'Abidjan, vous devez savoir que vous avez la possibilité de faire le bac F2, le bac F3, le bac F1 et le bac E. Et justement, chaque série du baccalauréat amène à des formations et à des emplois. Donc déjà en seconde, vous devez vous donner les ressources pour dire « moi je ferai un bac F2 parce que j'ai envie d'être électronicien. Moi je ferai un bac F3 parce que j'ai envie d'être électrotechnicien. Moi j'ai envie de faire un bac E parce que j'ai envie de faire des études d'ingénieur. » Mais vous ne le dites pas, je suis fort en mathématiques, je veux d'abord faire mon bac E et puis après on verra. Mais malheureusement, quand vous avez déjà la série du baccalauréat, quelquefois, c'est peut-être pas... Ça, au moment où vous posez des questions, mieux, au moment où vous posez des questions, on prend des dispositions pour vous informer, vous ne vous intéressez pas parce que vous êtes concentré à l'objectif qui est d'avoir les diplômes. Je pense que ce qu'il faut dire aux jeunes gens d'aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas d'avoir des diplômes, mais c'est d'avoir un emploi, une insertion professionnelle réussie. Ça rejoint un peu ce que... Et le diplôme n'est qu'une stratégie. Ça rejoint un peu ce que vous disiez précédemment au niveau, par exemple, sur la médecine. Bon, nous, qui n'avons pas fait d'études de médecine, on ne savait pas qu'il fallait avoir telle ou telle note. On sait tous qu'il faut avoir un profil scientifique. Mais effectivement, si en amont, on ne s'intéresse pas, parce qu'en plus, après, c'est sélectif, au niveau des notes, peut-être des établissements choisis, peut-être... voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, au-delà de son envie et ses capacités personnelles. Qu'en pense, Monsieur Ndri, le monde du travail? Vous vouliez nous citer tout à l'heure les différentes branches professionnelles. C'est parce que ça, c'est plus pour l'aspect l'enseignement technique qu'on parle de branches professionnelles que de filières. Non, à entendre le docteur Maïga. Non, il a parlé également un peu des branches professionnelles. Hein. Mais je voudrais, moi, quand on a entendu tout le monde parler d'orientation, parler de débouchés, parler de la qualité de la formation, la qualité même des équipements et tout ça, mais l'objectif final, c'est quoi? Moi, je vous renvoie tous au but final, c'est d'avoir un emploi, c'est que l'insertion professionnelle soit réussie, soit qu'on fasse de l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. C'est ça l'objectif final. Et c'est pour ça que nous sommes impliqués dans la réforme de l'enseignement technique, la formation professionnelle, avec les branches professionnelles. Parce que est-ce que tous ceux qui en amont ont intervenu, est-ce qu'ils connaissent véritablement l'entreprise? On ne connaît pas l'entreprise.
Et c'est pour ça que dans le cadre de cette réforme-là, nous avons structuré, en collaboration bien sûr avec le ministère de l'Enseignement technique, nous avons structuré l'économie nationale en branches professionnelles. En 13 branches professionnelles. La branche professionnelle, c'est quoi? Je prends par exemple la branche agriculture, foresterie, ressources animales et halieutiques, qui m'intéresse tout particulièrement. C'est de prendre par exemple l'agriculture et de faire ce qu'on appelle le répertoire de tous les métiers de l'agriculture, de faire des fiches métiers, de faire, la stratégie, le portrait du secteur de l'agriculture et les stratégies de la branche, de telle sorte que cette stratégie-là tienne compte, si on prend l'agriculture, tienne compte au niveau de l'État du PENIA, au niveau par exemple du tourisme de Sublime Côte d'Ivoire, pour que tout ce qui est indiqué là-dedans comme métier, on puisse faire les formations correspondantes, les curricula qui conviennent, pour adresser, pour qu'au bout du compte, on sache qu'est-ce que l'économie nationale recèle comme besoin, hein, pour faire en sorte que, de toute façon, la question de l'adéquation formation-emploi, c'est un idéal, hein. Il ne peut pas avoir le plein emploi, mais au moins, c'est une méthode qui permet de réduire un peu cet écart-là au niveau de l'adéquation formation. Au point où tout ce que nous avons indiqué là, c'est-à-dire l'entreprise, le secteur productif, hein, participe à l'élaboration des politiques au niveau de la formation, des curricula, participe, on a parlé des conseils de gestion, hein, toutes ces formations-là, et même c'est les branches professionnelles qui peuvent indiquer, hein, au niveau, au vu des tendances de l'économie, qui peut indiquer les métiers nouveaux, les métiers même qui n'ont plus de raison d'être, hein, les métiers stratégiques, c'est les branches professionnelles qui peuvent indiquer ça. Ce qui fait que les formés, hein, les gens qui sortent des établissements, trouvent en face les métiers qu'il faut. Oui. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur le cru, si j'ose dire, 2022. On a 30,78% de taux de réussite nationale enregistré au bac 2022 et 46,05% au BTS cette année. Messieurs, est-ce un bon cru pour les uns et les autres, ces taux de réussite? J'allais dire, il faut indiquer que nous avons environ 50% de réussite dans les diplômes de formation professionnelle. Et pour nous, ce n'est pas de bons résultats. Nous les avons analysés. Nous nous sommes rendus compte que nous avons 37% de nos établissements publics de formation qui sont en deçà des performances et 67% des établissements privés qui sont en deçà des performances. Nous les connaissons nominativement et nous avons pour l'achat de les conseiller, de les encadrer pour que les sessions prochaines, ils en fassent mieux. Mais il faut aussi mettre à la décharge que nous avons passé le temps du coronavirus. Il ne faut pas l'oublier. Il y a juste un an derrière où toutes les écoles étaient fermées. Et donc, dans les dispositions que nous avons prises pour faire continuer l'école, nous avons mis l'accent sur ceux qui étaient en fin de formation. Et très généralement, ceux qui étaient dans les classes intermédiaires ont été un peu délaissés. Et c'est eux aujourd'hui qui sont les candidats de 2022. Et donc, comme je dis, sans forcément dire que c'est le seul problème, mais il faut se dire aussi que les résultats de tous les secteurs de formation de cette année, il faut prendre en compte cet aspect. C'est la même chose pour vous, Dr Maïga? Oui, c'est sentiment mitigé? Oui, c'est la même chose. Je pense qu'on peut améliorer ce résultat. On peut améliorer le résultat. Il faut vraiment mettre les enfants au travail. Et ça passe par plusieurs aspects, plusieurs éléments, plusieurs acteurs qui doivent jouer leur rôle. Les enfants eux-mêmes, la société, les parents, les maîtres. Donc tout le monde doit être mis à contribution pour améliorer ces taux de réussite. Je voudrais qu'on s'attarde sur une période qui est souvent le premier contact avec le monde du travail, c'est le stage.
pour beaucoup de jeunes, hein, c'est la première fois qu'ils intègrent une entreprise. Et parfois, ça peut se transformer en embauche. Déjà, y a-t-il un stage obligatoire dans toutes les filières au niveau des études? Est-ce que le stage est obligatoire dans une année précise? Pas dans toutes les filières. Non. Il y a des filières pour lesquelles le stage est obligatoire. Par exemple, tous les diplômes d'ingénieur, le stage est obligatoire. Tous les diplômes de techniciens supérieurs, le stage est obligatoire. Par exemple, le BTS, le stage est obligatoire. Et puis, il y a la plupart des formations très pratiques, professionnalisantes. Il y a des masters pour lesquels le stage est obligatoire. Voilà. Donc, voici un peu les types de formations pour lesquelles le stage est obligatoire. Et chez vous, à différencier de l'apprentissage, hein, attention. Voilà. En matière de formation professionnelle, le diplôme de brevet de technicien, dans son parcours, il y a un stage obligatoire qui fait partie de l'évaluation finale. Contrairement au BTS, où vous avez une admissibilité. Ensuite, vous allez en stage pour venir vous faire évaluer. Le BT, le stage fait partie de l'évaluation pendant la formation. Donc, obligatoire. Le temps prévu est de 45 jours. Alors, qu'est-ce que dit la loi finalement sur le statut des stagiaires? Quelles sont les obligations et les droits des stagiaires et des entreprises? Quelqu'un peut m'y répondre? Déjà, il faut dire que le Code du travail impose un peu aux entreprises de recevoir des stagiaires. Mais il est clair que l'effectif au niveau d'une entreprise ne permet peut-être pas d'absorber tous ces demandeurs de stage. Mais maintenant, quand un stagiaire est dans une entreprise, il doit se conformer au règlement de l'entreprise. Donc, il y a un certain nombre d'engagements du stagiaire vis-à-vis de l'entreprise et l'entreprise par rapport aux stagiaires. Voilà, donc, c'est-à-dire que le stagiaire intègre un peu l'entreprise comme élément embauché. Hein. Donc, il y a un certain nombre, le stagiaire ne doit pas arriver à n'importe comment pénétrer dans l'entreprise comme il veut. Il y a quand même des règles à observer. C'est comme un salarié, mais contractuellement, il n'a pas le statut de salarié. C'est ça. Il y a quand même des différences notables. Le stage, faut le... Comment dire? Je ne vais pas dire le rendre obligatoire, mais c'est une des premières possibilités de trouver un emploi, c'est grâce au stage? Oui, bien entendu, puisque le stage vous donne déjà l'occasion de vous frotter à la réalité de l'entreprise. Je crois que c'est aux stagiaires de mettre tout en œuvre, de faire en sorte, ou du moins de se rendre indispensable. Quand vous rendez indispensable à l'entreprise, il y a des raisons. Il y a des raisons pour cette entreprise à réfléchir par deux fois avant de vous laisser partir. Voilà. Mais si vous allez en stage, que vous comportez comme quelqu'un qui est dans la rue, mais il va sans dire que même si cette entreprise est à la recherche d'un employé, mais on ne va pas vous garder. Voilà. Ce que vous avez appris, il faut le démontrer. Il faut démontrer que vous avez des compétences. Et je crois même que c'est la plus grande chance pour vous de rester en entreprise. Parce que si vous rentrez, que vous ressortez, ce n'est pas évident que vous allez vers une autre entreprise qu'on vous recrute de suite. Hein. Voilà, donc il faut saisir la chance. Il faut saisir la chance de rester. Alors on va rester sur les débouchés professionnels après les études. Voici les attentes des populations, à la fois des employeurs et des jeunes diplômés. Un reportage signé Ahmed Traoré. Jeunes et employeurs sont aujourd'hui en phase pour estimer important de proposer un travail intéressant. Pour les uns comme pour les autres, un jeune doit savoir travailler en équipe et avoir le sens des responsabilités. Mais qu'attendent réellement les employeurs des nouveaux diplômés? Le plus difficile, c'est l'adéquation entre la formation acquise et le besoin donc, de l'entreprise en termes de ressources. Cette adéquation-là, souvent, elle manque. Et naturellement, on ne peut pas en vouloir à l'étudiant qui vient d'arriver parce que ce n'est pas lui qui a établi le programme de formation. Mais avec aujourd'hui l'Internet et avec les nouvelles technologies ou encore les technologies de communication et d'information qui existent, naturellement, quand un étudiant qui vient d'être diplômé, donc qui a eu son BTS, qui a eu son master, qui a eu son diplôme d'ingénieur ou même son doctorat, parce qu'il arrive qu'on ait des docteurs qui arrivent et qui n'ont
pas véritablement d'expérience en entreprise. Naturellement, il faut que ces personnes-là, au travers de ces canaux d'information, fassent un peu de recherche sur la société qui les accueille, au moins son secteur d'activité, quels sont ses produits, comment est-ce que le secteur lui-même est organisé, quels sont ses concurrents et qui sont ses potentiels clients. C'est cette qualité intrinsèque qu'on recherche en la personne. En effet, selon des études, 87% des employeurs considèrent le manque d'expérience des jeunes comme un frein à l'embauche. Les jeunes ont bien perçu le problème. Les employeurs recherchent des jeunes qui sortent de l'école mais ayant déjà de l'expérience. Dans le meilleur des cas, ce peut être en affichant des études menées en alternance via un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Les employeurs recherchent des jeunes salariés en capacité de prioriser leurs tâches. Les recruteurs désirent aussi des salariés ayant le sens des responsabilités. Alors on vient de voir dans l'élément que les employeurs aussi ont des attentes. Quels sont les enjeux autour du premier emploi, messieurs ? Moi, je dirais que les enjeux autour du premier emploi, c'est d'abord... le premier emploi, d'abord, il rassure le formateur que la formation, sa formation, elle est pertinente. Et il rassure également l'étudiant, selon le diplômé, qui ne s'est pas trompé du choix. Et ça lui permet également de se réaliser, de réaliser son projet professionnel. Voilà, donc voilà ce que moi je vois comme enjeu autour du premier emploi. Alors quels sont, je crois que c'est la question que tous les jeunes téléspectateurs attendent, quels sont les secteurs qui embauchent, Monsieur Ndri ? Le secteur qui embauche, je pense que moi je reviens toujours dans mes branches professionnelles. Agricole. Non, pas agricole. C'est-à-dire qu'il faut, on ne peut pas tout de go dire comme ça. Bon, bien sûr, il y a des secteurs qu'on sent qui sont visibles, le secteur agricole. Hein, il y a des besoins en métier, il y a le tourisme, il y a actuellement ce qui est en vogue, les métiers du numérique. Mais tout cela nécessite auparavant qu'il y ait une étude sectorielle pour véritablement voir cerner les besoins réels des entreprises. Donc, mais comme on dit, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut faire des études sectorielles, parce qu'on voit des métiers là, et il ne faut pas suivre, il ne faut pas que l'effet de mode fasse qu'on puisse suivre, on dit, tel secteur, il y a du monde, et puis on y va. Donc, nécessité de faire des études sectorielles pour bien cerner les métiers qu'il faut. Les métiers dits d'avenir. Mais tout le monde n'est pas destiné à être employé. Hein. Certains, on va parler de l'entrepreneuriat, vont, dès la fin de leurs études, créer des entreprises, produire et embaucher. Déjà, faut-il les encourager? Et surtout, quelles sont les formations ou qualifications indispensables ou utiles quand on veut être entrepreneur? Quel que soit le domaine. Justement, le conseiller en orientation est là. Il y a certains domaines pour lesquels vous pouvez être entrepreneur dans votre domaine. Étant entendu qu'être entrepreneur n'est pas forcément dans son domaine de compétences. Mais il y a des domaines de compétences pour lesquels vous pouvez être. Mais est-ce qu'il faut des qualités particulières de gestion? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut des qualités. Il faut des qualités particulières. Et c'est pour cela que le cours d'entrepreneuriat que nous donnons, nous parlons d'initiation à l'entrepreneuriat. Mais on ne saurait former un entrepreneur dans une école. C'est pour cela justement que dans certains types de formations, nous avons les formations dites par alternance. Les types de formations par alternance vous permettent de faire les deux tiers de la formation en entreprise et le tiers à l'école. Donc à force de vous frotter pendant les deux tiers de votre parcours dans une entreprise, l'idée d'entreprise, les modes d'organisation, les modes de gestion, les méthodes peuvent s'apprendre et le déclic peut se faire pour que, justement, in fine, vous puissiez créer votre entreprise. Mais il faut le dire aussi, les professeurs-là, il ne faut pas se leurrer de penser qu'on sort de l'école et qu'on devient chef d'entreprise. On devient chef d'entreprise. Ah oui?
c'est insurmontable ou ce sont des exceptions, ceux qui sortent des bancs de l'école et qui... Ce que je voulais ajouter à ce que vient de dire M. Yavo, c'est qu'il y a aussi des filières ou des domaines de formation qui facilitent l'entrepreneuriat. Je prends par exemple à quelqu'un qui fait un diplôme dans le domaine de l'agriculture ou dans le domaine de l'élevage. Il est encore plus facile pour cette personne d'entreprendre par elle-même si elle a déjà les prérequis, ça veut dire les qualités d'un entrepreneur. Parce que cela ne nécessite pas forcément de gros moyens. Voilà. Par contre, il y a certains secteurs, si vous voulez entreprendre dans ces secteurs-là, il faut vraiment de gros moyens, il faut avoir vraiment, comment on appelle ? Moyens financiers, vous voulez dire ? Les moyens financiers, vous voulez dire. Il faut des investissements. Voilà, il faut des investissements. Pour se lancer. Mais l'informel représente quand même 90% des emplois et touche aussi les jeunes. Est-ce que des études peuvent les mettre à l'abri de ces phénomènes ? Est-ce que parce qu'on est diplômé, qu'on est sûr de ne pas exercer dans l'informel ? Oui. L'un n'empêche pas l'autre ? Oui, je pense que oui, parce que le fait d'être dans l'informel, c'est parce qu'on manque d'outils pour s'organiser et avancer. Donc le fait de faire des études nous donne des outils pour mener à bien nos activités. Et c'est pour cela que justement, lorsque on a pensé le modèle de l'enseignement supérieur, on s'est dit que c'est une formation tout au long de la vie. Donc à un moment donné, vous rentrez dans un parcours de formation, vous validez des unités d'enseignement, vous avez des compétences qui sont acquises, même si vous ressortez du dispositif, quand vous revenez, vous conservez ces compétences. Donc c'est des crédits qui sont transférables. Et donc, celui qui est dans l'informel peut retourner à l'école, apprendre, parce que le fait d'être dans l'informel, il peut découvrir des opportunités dans ce secteur. Et à partir de ce moment-là, retourner à l'école, se former et essayer de capitaliser sur cette expérience pour mieux se valoriser. Il faut prendre vraiment avec beaucoup de réserve l'expression d'informel. L'informel se définit par rapport à la légalité. Si vous êtes entrepreneur, vous devez avoir un registre de commerce et vous êtes entrepreneur. Donc, exercer en tant qu'entrepreneur sans registre de commerce, vous êtes dans l'informel. Justement, pour dire qu'on peut être dans l'informel quand bien qu'on est ingénieur. L'informel, c'est de travailler sans déclaration à l'État qui a droit de regard sur vos activités. Malheureusement, dans nos pays, et justement, cela est une entrave pour notre développement. Penser que c'est ceux qui n'ont pas de formation qui sont dans le secteur informel est une erreur grave. De telle sorte que quelqu'un peut exercer à une petite échelle et être dans la formalité. Juste parce qu'il a son autorisation d'exercer dans le domaine, il a la légalité pour travailler. Et c'est à ce niveau-là que, justement, faisant le rapprochement entre le manque de formation et l'informel, on laisse beaucoup d'entrepreneurs dans des activités... illégales, illicites ? Non, pas illicites, mais illégales du point de vue de la loi. Oui. Et on ne leur réclame pas les impôts. Et justement, ils se cachent derrière le prétendu manque de formation, de compétences pour faire leurs affaires. Non, il faut donc faire attention pour dire qu'il n'y a pas de petits métiers. Il y a des métiers qui s'exercent à petite échelle, mais pas de petits métiers. L'informel n'est pas lié au diplôme. Et donc ça, c'est le registre des impôts qui permet de dire que vous êtes dans la légalité. Et donc, il faut donc, en un mot, surveiller tous les travailleurs du secteur dit informel et déceler parmi eux ceux qui font de bonnes affaires et qui doivent se présenter au grand jour pour payer les impôts comme cela se doit. Parce que justement, tous utilisent les routes, tous utilisent les stades, tous vont dans les hôpitaux et ce sont justement les impôts qui nous permettent d'avoir ces retours. Alors, autant je me demandais tout à l'heure s'il y a des secteurs qui embauchent. Est-ce qu'il y en a qui n'embauchent pas du tout ou c'est difficile de songer à un avenir professionnel ? Des secteurs peut-être devenus caducs à cause du développement technologique, des secteurs... On nous parle souvent aussi des sciences sociales. Je voyais une étude, à vous de confirmer ou infirmer, qui parlait, mes souvenirs sont bons, de l'université de Cocody, disant qu'une grande majeure partie des diplômes ne vont pas permettre aux diplômés d'avoir un emploi puisque ce sont des professions qui sont ici peu répandues, je ne sais pas,
psychologie, je donne des exemples comme ça. Est-ce que vous avez des secteurs que vous bon, je vais pas dire déconseillez, vous n'allez pas c'est la branche à laquelle vous êtes assise, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes? En fait, on va pas comme M. Ndri l'a dit, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a une étude qui est en cours, en liaison avec les branches professionnelles, pour analyser le bassin de l'emploi en Côte d'Ivoire. À partir de cette étude de la Banque mondiale, financée par la Banque mondiale, que nous allons mener, nous serons en mesure de dire, voici les secteurs où il y a un fort potentiel, voici les secteurs qui sont saturés, et à partir de ce moment, faire la réforme de nos offres de formation en conséquence. Donc ça veut dire que les diplômes qui préparent à ces formations qui sont saturées, peut-être pas forcément les fermer, mais réduire le nombre d'apprenants qu'on prend dans ces offres de formation, et puis ouvrir de nouvelles offres de formation en lien avec les besoins du marché de l'emploi. Donc, ce serait un peu hasardeux de dire aujourd'hui, il y a telle ou telle formation sans une étude. Voilà, il faut vraiment faire une étude du bassin de l'emploi. À partir des résultats de l'étude, nous allons adapter notre dispositif en fonction de cela. Non, mais je partage ce point de vue. Hein, parce que très souvent, il y a des métiers qu'on pense que c'est porteur, les gens courent vers ces métiers-là, et puis, en définitive, on découvre qu'il y a des limites. Non, forcément, il faut passer par des études sectorielles, des études de bassin de l'emploi, pour pouvoir avoir une idée bien précise. Mais évidemment, il y a, je l'ai dit, il y a d'autres métiers. Je parlais du tourisme, je parlais de l'agriculture. On peut, même ça nécessite de faire des études bien pointues. Mais ça, ils ont souvent les mêmes secteurs, le tertiaire, les services. On a l'impression que c'est là où il y a le plus de main-d'œuvre, en fait. Que le plus de main-d'œuvre réclamée par les employeurs. Mais ce sont souvent les mêmes secteurs. Pas forcément, parce qu'il y a le domaine industriel aussi également où il y a des besoins. Mais comme on l'a dit, sans une véritable étude, c'est quand même difficile. On est en sciences. Scientifiquement, c'est difficile de dire, bon, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si vous faites du tourisme, vous n'aurez pas d'emploi. Si vous faites de l'informatique, vous n'aurez pas d'emploi. On ne peut pas le dire si on n'a pas fait une véritable étude. Vous pouvez vous baser sur votre expérience personnelle, sur 2 ou 3 personnes que vous connaissez. Mais qu'est-ce que cela représente à l'échelle d'une nation ? C'est là toute la difficulté. Il y a même des métiers qui sont inconnus. Au niveau du BIT, on indique qu'il y a 30%, nous ici, il y a 30% de métiers, je dis, inconnus qui ne sont pas encore... Inconnus par qui? Par les populations? Non, des métiers, je le dis, qui existent ailleurs. Ah, mais qui, je ne sais pas chez nous encore, oui. Je le dis, c'est là toute la valeur du programme de M. le ministre concernant le programme de l'école de la deuxième chance. Il y a des opportunités d'emploi pour lesquelles, si vous allez à l'école pendant 3 ans, 6 ans, les opportunités sont passées et l'environnement a changé. Aujourd'hui, je le disais tantôt en introduction, la CAN, ça fait bientôt. Et donc, il y a des besoins d'emploi. Et ce programme permet, quand bien même que vous avez déjà un diplôme, que vous puissiez rentrer en formation qualifiante de courte durée, exprimée par les entreprises, pour que, dans un délai de 3 mois, 6 mois, on vous donne des qualifications. Oui, mais la CAN, excusez-moi, elle ne va pas durer ad vitam aeternam. Elle est là pour je ne sais même pas combien de semaines. Donc même si on se forme pour pouvoir exercer un métier pendant la CAN, et après? Vous ne vous formez pas pour la CAN. Vous avez un métier. Vous avez des difficultés pour vous insérer. Vous profitez de l'opportunité pour rentrer dans le milieu du travail. C'est de ça qu'il est question. D'accord, c'est-à-dire que ce n'est pas des personnes qui n'ont pas d'emploi. Vous travaillez, vous estimez que ce n'est pas convenable, ou alors vous avez des difficultés, vous vous insérez. Ce sont des opportunités pour des reconversions. Des reconversions pour justement rentrer dans le milieu de l'emploi. Et justement, ce n'est pas nous qui créons la formation. Nous sommes en contact avec les entreprises qui nous donnent les besoins. Nous avons fait un programme dans le cadre des métiers de la bouche. Et donc, lorsque les entreprises expriment le besoin, ils en ont besoin pour les 6 mois à venir. Et justement, quelle que soit votre activité, si vous n'êtes pas satisfait, venez en 3 mois, on vous donne des compétences pour notre métier. Et puis après la CAN, revenez, on vous donne des compétences. C'est là aussi les possibilités d'insertion.
C'est noté. Monsieur, ce sera la dernière question. Elle est peut-être d'ordre plus existentiel, philosophique. Depuis tout à l'heure, on parle de l'employabilité, on parle de l'adéquation entre la formation et l'emploi. C'est ça le seul objectif de l'école, nous faire des futurs employés, faire de nous des futurs employés. Il n'y a pas aussi de nous former comme des individus dans des sociétés complexes pour mieux appréhender le monde face au flux d'informations, des individus dotés de réflexion. On doit juste trouver un emploi, même s'il y a une résonance sociale. Ça ne nous forme pas, je trouve aussi, des études à être des individus dotés d'éthique, de morale, de réflexion. Bien sûr que les études ont pour objectif de construire l'être dans toute sa dimension morale, éthique et professionnelle. C'est pour cela que quand on a parlé par exemple des bacs série C scientifiques, mais vous verrez dans les curriculums par exemple qu'on fait de la philosophie, on fait de l'histoire-géographie. On ne fait pas que des mathématiques et de la science physique. Donc, le but de tout cela, c'est de construire un être qui va être dans la société. Il va être un acteur, un agent économique, c'est vrai, mais doté de valeurs morales, d'éthique, doté de personnalité également pour la construction de la nation. Non, en même temps, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que le pays, quelle est la vision, qu'est-ce qu'on veut. Parce que ce que vous dites là, c'est bien. Je crois que dans un premier temps, contentons-nous de construire notre pays avec ça, ce que vous dites, c'est peut-être un métier. Mais ça s'appelle journaliste. On parle beaucoup. Auto-réflexion, on peut mettre ça de côté et puis se contenter de ce que... Ah, vous n'êtes pas d'accord, c'est ça le... Non, je suis d'accord. Je pense que le premier objectif de l'éducation, c'est d'abord de construire l'être. C'est après avoir construit l'être que l'être va maintenant exprimer des besoins qu'il voudra satisfaire à travers des compétences ou à travers les compétences qu'il aura développées. Sinon, le premier objectif, c'est ça, construire l'être. Dernier mot pour vous. Oui, j'allais dire justement, pour nous, dans la perspective de la formation de base, on tient compte de ces aspects pour former l'enfant. Et lorsque l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, en réalité, c'est la construction de l'être qui se fait. Et jusqu'à 16 ans, vous commencez déjà à avoir votre personnalité et à partir de ce moment-là, vous pouvez maintenant chercher une orientation pour les métiers. Messieurs, merci. C'est la fin de cette émission. Merci de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui ont pris part à la préparation de cette émission. Bonne suite des programmes sur RTI1. Excellente soirée à tous.